Bonjour. Alors, pour débuter, j'ai aucun conflit d'intérêt ou de biais à déclarer. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, premièrement, j'aimerais aider à faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le diagnostic, comment le processus se fait, un peu l'arrière-scène que souvent les familles et les patients ne voient pas, puisqu'il y a beaucoup de travail à l'arrière-scène qui se fait. Deuxièmement, par la présentation d'histoire de cas, je profite de la tribune ici pour expliquer que chaque patient, je pense que Dr Diaz l'a quand même bien démontré, mais que chaque patient, chaque histoire est toujours très différente, malgré que souvent on peut avoir le même diagnostic. J'aimerais vous faire prendre connaissance aussi de toutes les équipes qui sont impliquées et qui peuvent aider pour le support des familles et tous les organismes qui sont disponibles. La recherche en neuro-oncologie pédiatrique aussi, son importance. Et je profite encore une fois de cette tribune ici pour aller démystifier les soins palliatifs parce que je trouve que c'est très, très important de les introduire plus rapidement qu'on le fait présentement. Alors, allons-y. Je dis que j'ai pas rien à déclarer. Par contre, j'ai un biais. Et ça, je voulais le déclarer en début de présentation, c'est que, comme Maryse l'a dit, ça fait 20 ans que je travaille au Centre universitaire de santé McGill. Ça fait 20 ans que je travaille à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Alors, je suis imprégnée de cette culture. C'est mon biais. Je suis imprégnée de mon équipe. Je suis imprégnée de notre vision, de notre philosophie de soins. Alors, c'est sûr que ça va transparaître dans ma présentation. Si c'était quelqu'un d'autre qui venait d'une autre institution, probablement qu'il y aurait un autre angle, une autre vision. Donc, je voulais tout simplement déclarer ce biais. Alors, on va commencer par les petites choses à savoir en neuro-oncologie pédiatrique. Donc, premièrement, il y a une différence entre les tumeurs primaires et les tumeurs métastasiques. Donc, une métastase, c'est une tumeur qui a pris naissance à quelque part d'autre dans le corps et qui, par la suite, va avoir fait des bébés au niveau du cerveau et du système nerveux central, donc aussi de la moelle épinière. C'est important à savoir la différence parce qu'elles ne seront pas traitées de la même façon. Donc, c'est très, très important. Les tumeurs primaires, elles, prennent naissance directement au niveau des tissus du cerveau ou de la moelle épinière et c'est habituellement la majorité de nos tumeurs en pédiatrie. C'est extrêmement rare qu'on va traiter des métastases cérébrales en pédiatrie. C'est majoritairement des tumeurs primaires. Oups, on peut-tu revenir? Oui. Les tumeurs primaires, comme l'expliquait Dr Diaz, les tumeurs du système nerveux central vont être classées selon le type de cellule de qu'elle émerge. Donc, le type de cellule qui s'est déréglé et qui s'est mis à se reproduire sans contrôle. Elles sont classées selon l'Organisation mondiale de la santé. Il y a la Bible des tumeurs cérébrales, où est-ce qu'on a tous les diagnostics répertoriés de pathologie et maintenant aussi tous les changements moléculaires et génétiques font partie intégrale des diagnostics qu'on va faire et le classement des grades, on va y arriver. Chez les enfants, les tumeurs cérébrales prennent souvent naissance dans les cellules gliales. Les cellules gliales sont des cellules qui couvrent et soutiennent nos neurones, nos cellules nerveuses, et elles sont présentes partout. Elles sont présentes dans le cerveau et aussi dans la moelle épinière. Les cellules gliales, comme l'a discuté Dr Diaz, sont appelées des cellules, ça va donner des gliomes, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a différents types de gliomes. Donc, même à partir de la même cellule qui se détraque et qui se met à se reproduire sans contrôle, il va y avoir différents diagnostics qui vont arriver au bout de la ligne. Je voulais aborder la stadification ici. Donc, la stadification en oncologie, c'est une façon de classer les cancers. Ça va être selon l'étendue de la maladie dans le corps. Et j'en parle ici parce que souvent les gens ont entendu parler de cancer dans leur famille, de cancer chez les adultes, cancers autres que les cancers au niveau du système nerveux central, et les gens viennent un peu mélanger parce que le stade, habituellement, va nous donner une idée du pronostic. Donc, si on parle d'un cancer de stade 4 qui est plus avancé, souvent le pronostic va être moins favorable. Par contre, en neuro-oncologie pédiatrique, il n'y a pas de stadification.
Alors, lorsqu'on va donner un grade, on va y arriver, les gens vont souvent mélanger avec le stade, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, nous, on n'a pas de stadification en tant que telle. Le plan et le traitement et le pronostic va plutôt dépendre du type de tumeur, de son emplacement, de son grade, qui est très important, et aussi de ça fait combien de temps que la tumeur est là, combien de temps qu'on a des symptômes, combien de temps ça a pris pour avoir un diagnostic. Donc, les tumeurs du cerveau de la moelle épinière sont classées par grade. Le grade, c'est simplement un indice de vitesse de croissance, un indice de propagation de la tumeur en tant que telle. Comment rapidement elle va se multiplier. On a les tumeurs, avec un indice de bas grade. Les grades vont de 1 à 4, qu'on va appeler des tumeurs bénignes. Je vais y revenir. Donc, ces tumeurs-là se développent très, très, très lentement. On peut suivre des patients sur résonance magnétique et voir une progression de quelques millimètres aux 6 mois, aux années, aux 2 ans. Donc, ça grossit très, très, très lentement. En général aussi, les tumeurs de bas grade ne vont pas envahir les tissus voisins. Donc, elles vont rester pas mal sur place où est-ce qu'elles se sont développées. Par contre, les tumeurs de bas grade peuvent aussi se transformer en tumeurs de haut grade. J'attire l'attention sur le mot bénin. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec des tumeurs cérébrales bénignes. Dans ma tête, ça va pas ensemble. Lorsqu'on parle d'une tumeur cérébrale, on parle pas d'un ongle incarné. Donc, il n'y a rien de bénin à avoir une tumeur cérébrale. Et malgré le fait qu'elle est bénigne dans le sens qu'elle n'est pas agressive, elle n'est pas maligne, pour le patient, c'est pas bénin comme expérience. Les tumeurs de haut grade, elles, communément appelées des tumeurs malignes, vont se développer plus rapidement et elles vont aussi avoir tendance à aller envahir les tissus voisins. Par contre, lorsqu'on dit envahir les tissus voisins, il faut garder en tête que nos tumeurs cérébrales habituellement vont rester au niveau du système nerveux central. Donc, elles vont rester au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Elles vont pas se rendre aux poumons, au foie, etc. Alors, comment on fait pour l'arrière-scène que je vous parlais tantôt pour arriver à un diagnostic avec un plan de traitement? Donc, premièrement, on va avoir le patient qui va se présenter avec ses symptômes cliniques. Par la suite, une imagerie va être faite pour poser le diagnostic d'une tumeur, d'une masse au niveau du système nerveux central. Et là, l'équipe va se pencher pour faire un plan d'action. Notre objectif va être d'obtenir un diagnostic pathologique. Parce que, comme Dr Diaz l'a mentionné, il faut absolument savoir qu'est-ce qu'on doit, à quoi on fait affaire. Donc, quel type de tumeur on a, parce que le traitement va en dépendre. Donc, une fois qu'on a notre diagnostic pathologique, qu'on sait de quelle tumeur il s'agit, on va vérifier. Est-ce qu'on a un traitement curatif pour ce type de tumeur-là? Et si on a un traitement curatif, est-ce qu'on peut l'appliquer? Parce que certaines tumeurs vont bien réagir à la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, mais encore là, il faut être capable de l'appliquer, ce traitement-là, selon la localisation de la tumeur, l'âge du patient. Il y a différentes choses qui entrent en ligne de compte pour appliquer le traitement. Donc, à travers 2 histoires de cas cliniques ici qui sont inspirées là, très largement de la réalité, là, je vais vous mentionner là, le chemin parcouru à travers les diagnostics avec les patients, à travers les traitements, quels sont les soutiens disponibles, la recherche à travers ça, puis on va aborder les soins palliatifs. Alors, mon premier patient est un bébé. Lorsqu'il s'est présenté, le seul symptôme qu'il avait, c'était un symptôme d'hydrocéphalie, donc d'augmentation de la pression intracrânienne. Et chez les bébés, ça va se présenter très souvent avec tout simplement une grosse tête. Le périmètre crânien va augmenter de façon un peu démesurée et on va consulter pour aller voir qu'est-ce qui cause ce problème-là. Alors, c'est ce qu'on a fait chez cet enfant et on a pu découvrir qu'il y avait une masse au niveau de la fosse postérieure. Donc, la fosse postérieure, c'est ce que vous pouvez voir sur le dessin de gauche. C'est ce qui est la fosse postérieure du crâne. Donc, c'est ce qui est englobé entre les 2 lignes rouges là et le dessin vert. Donc, comme qu'on peut voir sur la résonance magnétique à droite, le liquide céphalorachidien reste pris dans le cerveau. Il peut pas faire son chemin naturel qui, habituellement, descend par les ventricules jusque dans la moelle épinière, remonte au cerveau et est réabsorbé dans la circulation sanguine. Donc, pour ce bébé-là, c'était pas possible. La masse vient bloquer le chemin du liquide céphalorachidien et fait que
le liquide que l'on produit de façon constante dans notre corps est pris dans le cerveau et le cerveau grossit. Alors, à ce moment-là, sur le parcours de soins du patient, il va rencontrer notre équipe de neuro-oncologie. La première personne souvent qu'ils vont rencontrer sans la rencontrer physiquement, c'est notre radiologiste qui pose le diagnostic lorsqu'elle trouve la masse et le neurochirurgien qui va être consulté tout de suite pour rencontrer la famille et expliquer qu'est-ce qui se passe. Et ils ont le plaisir de me rencontrer, bien entendu, avec notre travailleuse sociale pour qu'on puisse mettre déjà les supports en place. Alors, on va se faire des diagnostics différentiels. C'est une façon en médecine de trouver des hypothèses pour savoir se faire un plan de traitement, un plan d'action, excusez-moi. Donc, notre premier diagnostic différentiel, qui est beaucoup basé sur l'imagerie et sur les symptômes du patient et la localisation de la tumeur, était un astrocytome pilocytique. Il y a plusieurs traitements pour ce type de tumeur-là, donc chirurgie, chimio, radiothérapie, et c'est une tumeur de bas grade. Donc, notre plan d'action a été premièrement de vouloir traiter l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie doit être traitée à court terme, donc il faut agir dans le moment. Et aussi, notre autre but dans notre plan d'action, c'est d'obtenir l'identification de cette tumeur. On a une hypothèse de diagnostic, il faut aller le confirmer. À ce moment-là, on va tout de suite introduire auprès de la famille le manuel dont Maryse parlait plus tôt. Pour moi, là, c'est de l'art, ces manuels-là. Ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je remets ça aux familles et je leur demande de consulter le manuel au lieu de consulter Internet et de consulter le site de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales parce que malheureusement, les sources sur Internet ne sont pas toujours fiables. Alors, depuis que je travaille avec ce manuel-là, pour moi, c'est une grande aide parce que je sais que je remets en main aux familles une source fiable, et ça vaut de l'or. Alors, on a procédé à la résection chirurgicale presque totale pour la tumeur, pour ce patient, qui a très bien été, et on a obtenu un diagnostic pathologique. Notre hypothèse est confirmée, c'est bien un astrocytome pilocytique. Alors, comme on disait, c'est un grade 1, donc une tumeur qui grandit très lentement. Notre prochaine question, y a-t-il un traitement pour cette tumeur-là? Oui, un traitement, c'est la chirurgie. Le premier traitement pour un astrocytome pilocytique en pédiatrie, si on réussit à le retirer complètement, l'histoire se termine là. Pour ce patient, on a réussi à le retirer presque complètement, mais pour lui, l'histoire, heureusement, s'est terminée là. On fait des suivis par la suite pour s'assurer que la tumeur qu'on a diagnostiquée va se comporter comme qu'on le croit. Donc, on peut pas prédire l'avenir, mais on a une bonne idée. Et vous voyez ici une image du patient 8 ans plus tard. Donc, on avait un bébé, maintenant on a un enfant qui va à l'école. Donc, la résonance c'est pas pareil exactement, là. Mais vous pouvez voir que le petit bout blanc où est-ce que j'ai mis la flèche rouge, c'est ce qu'on suit depuis des années. Et ça bouge pas, ça fait pas de dommages et le patient va très bien. Alors, pour cette famille, les ressources dont ils ont eu besoin ont été quand même plus petites que vous allez voir là, dans notre deuxième histoire, parce que ça a été une courte période de temps dans leur vie. Donc, on peut dire que je crois pas qu'on revient jamais à la vie d'avant. Les patients ne retrouvent jamais la naïveté qu'ils avaient avant, parce que ça reste quand même. On fait quand même des résonances magnétiques pour suivre. Donc, les parents, à chaque fois qu'on fait une résonance magnétique pour suivre, pour s'assurer que tout va bien, il y a le petit stress qui remonte de on sait jamais si jamais ça avait changé. Donc, il faut continuer à les accompagner, mais quand même, leur vie est de retour à une nouvelle normale. Oups, excusez-moi. Mon deuxième cas, le deuxième patient, est cette fois-ci un patient d'âge scolaire qui lui aussi s'est présenté avec des symptômes d'hydrocéphalie différents. C'est un patient plus vieux, donc le patient s'est plaint de maux de tête, nausées, vomissements. On a fait un examen ophtalmologique, on a vu de l'œdème papillaire. L'œdème papillaire, c'est lorsqu'on peut voir dans le fond d'œil le nerf optique qui est enflé. On s'est rendu à faire des imageries et on a trouvé, encore une fois, une masse. Comme vous pouvez voir ici sur l'image, la masse n'est pas du tout localisée à la même place que l'autre masse que je vous ai montré précédemment. Alors, on est plus centré au niveau du cerveau et ce sont pas les mêmes organes du cerveau qui sont touchés. Donc, on a des fonctions très sensibles dans ce coin-là du cerveau, dont les nerfs optiques qui vont se croiser à ce site-là. On a la glande pituitaire, notre hypothalamus, toutes des choses qui sont très importantes dans notre fonctionnement de notre cerveau. Encore une fois, on va introduire notre équipe.
comme pour l'autre patient, là, ils vont rencontrer l'équipe de neuro-oncologie, entre autres le chirurgien, la radiologiste, l'infirmière, la travailleuse sociale, et on va faire un plan d'action avec la famille. Donc, on a nos diagnostics différentiels. Cette fois-ci, ça va être un peu différent parce que la localisation de la tumeur est différente. Donc, on croit encore une fois que c'est une tumeur qui grandit tranquillement, donc une grade 1. Donc, on émet l'hypothèse d'un astrocytome pilocytique encore une fois, mais on a aussi en tête une hypothèse d'un crânio-pharyngiome, qui est une tumeur qui se produit d'un autre tissu qui est au niveau du cerveau. Les traitements sont pas exactement les mêmes selon le type de tumeur. Donc, ici, cette fois-ci, pour un crânio-pharyngiome, une des possibilités, ça serait aussi la radiothérapie jumelée à la chirurgie. Mais comme vous pouvez voir, j'ai marqué là, la chimio, c'est pas une option pour un crânio-pharyngiome. Ce type de cellule-là ne réagit aucunement à la chimiothérapie. Donc, c'est pas une de nos options thérapeutiques. On se fait un plan d'action. Encore une fois, il faut traiter l'hydrocéphalie parce que ce patient-là en présentait aussi. Et toujours dans notre plan d'action, obtenir un spécimen de notre tumeur pour pouvoir l'identifier. Donc, on va aller peser comment on va faire ça. Oups. Au même moment, on introduit encore une fois ma petite Bible de la Fondation. Et on va décider pour la procédure chirurgicale, cette fois-ci, de simplement faire une biopsie. Et là, c'est la localisation de la tumeur qui joue beaucoup. Comme je vous ai mentionné, il y a beaucoup de structures extrêmement importantes autour de cette tumeur-là. Et si on va enlever la tumeur, on risque d'affecter les structures importantes et de laisser des séquelles aux patients en question à vie. Alors, la chirurgie, la résection totale ou partielle n'était pas une option dans ce cas-ci. Mais c'est très important quand même d'avoir un petit morceau de tissu. Donc, puisqu'on peut pas enlever la tumeur, ce qui cause notre hydrocéphalie, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une dérivation ventriculo-péritonéale. Je vais pas m'étaler sur ça puisque c'est pas le but de la présentation, mais c'est une autre façon de pallier à l'hydrocéphalie. On a notre diagnostic qui est le même que dans notre première histoire de cas, un astrocytome pilocytique. Comme dans la première fois, l'astrocytome pilocytique est un grade 1. Oui, on a un traitement curatif, mais la première histoire, on était capable d'enlever. Notre traitement curatif de choix, c'est la chirurgie. Cette fois-ci, comme que je l'ai mentionné, on ne peut pas aller enlever la tumeur. On est correct quand même. On a quand même d'autres options de traitement, qui est la chimiothérapie et la radiothérapie. Alors, c'est ce qu'on va appliquer pour le patient. Donc, à ce moment-là, une autre équipe va entrer en jeu. Et quand je dis entrer en jeu, c'est qu'on ajoute. L'équipe de neuro-oncologie va toujours rester importante avec le patient présent. Mais là, on ajoute encore des professionnels pour aider, soutenir la famille. Donc, sur cette équipe, on va ajouter nos oncologues, nos infirmières spécialisées en oncologie. On a des nutritionnistes, pharmaciens pour aider la famille, des éducateurs spécialisés, musicothérapeutes qui sont présents, les psychologues et aussi les soins spirituels qui font tous partie de l'équipe pour soutenir la famille durant les traitements de chimiothérapie. On va introduire à ce moment-là aussi le camp qui fête ses 40 ans cette année. Le camp est un organisme à but non lucratif qui veut supporter tous les patients qui sont atteints de cancer, peu importe le cancer, mais incluant bien entendu les cancers du système nerveux central. Le camp, pour nous, en pédiatrie, c'est incroyable le soutien qu'ils offrent aux familles. Ça fait une différence dans la vie des patients et c'est une source une très, très grande ressource pour nos familles. On introduit en même temps la Société canadienne du cancer. C'est une ressource aussi très importante, surtout pour l'information. Encore une fois, les familles cherchent beaucoup d'informations et c'est important d'avoir des sources fiables. La Société, canadienne du cancer offre ça. OK. Alors, malheureusement, dans notre histoire de cas ici, la chimiothérapie n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, malgré les traitements de chimiothérapie, plusieurs traitements de chimiothérapie différentes, la tumeur a progressé. Alors, on va arriver avec un autre traitement qui est la radiothérapie, parce qu'on sait que ce type de tumeur réagit aussi à la radiothérapie. Donc, on va ajouter à notre équipe de neuro-oncologie, d'oncologie, maintenant notre équipe de
de radio-oncologie, excusez-moi, pour aller offrir les traitements à cette famille. Malheureusement, dans mon histoire, pour ce patient, la radiothérapie non plus n'a pas réussi à freiner cette tumeur. Et là, bien sûr, je vous résume ça là, en une histoire de cas rapide, mais il s'est passé des années pour cette famille-là. Donc, la tumeur a toujours continué à progresser. On est resté avec des effets secondaires de la chimiothérapie, c'est jamais bénin comme traitement. La radiothérapie aussi a fait des effets secondaires. Et la tumeur en tant que telle s'est comportée de façon délinquante, si je peux le dire, et a eu des comportements auxquels on s'attendait un peu moins. Il y a eu beaucoup de segments de cette tumeur-là. On a tenté de faire des approches chirurgicales. Malheureusement, ça a créé aussi des effets secondaires chez la patiente. Alors, les effets secondaires, il nous reste des déficits. Donc, maintenant, la patiente a une hémiparésie. Elle a une perte significative du champ visuel. Les fonctions cognitives ont été atteintes. Donc, la mémoire à court terme est moins efficace. Le traitement de l'information aussi. Vous vous rappelez la localisation de la tumeur. Alors, l'hypophyse a été touchée et l'hypothalamus. Ce que ça veut dire, l'hypothalamus, c'est le centre des contrôles. Donc, la faim est touchée. Là, sentir quand on a faim, cette patiente a toujours faim. Le dynamisme, le stress, ça contrôle aussi l'éveil. Cette patiente doit faire des siestes durant la journée parce que son centre d'éveil endormi est complètement mélangé. Et l'atteinte au niveau de l'hypophyse, ça a un impact important pour sa fonction hormonale. Elle doit recevoir des traitements. Donc, relié à tout ça, on a dû introduire l'équipe d'endocrinologie. Cette patiente est maintenant dépendante là, des remplacements hormonaux et aussi notre équipe de réadaptation. Là, c'est sûr, c'est une histoire de cas, je vous les présente en étapes, mais tout ça a été introduit de façon progressive auprès de la famille pour les aider, pour les supporter. Donc, elle est suivie en physiothérapie, ergothérapie. À l'école, il y a une accompagnatrice puisque cette patiente doit être assistée pour être fonctionnelle à l'école. Alors, on est 6 ans plus tard. C'est une photo moins encourageante que dans ma première histoire. Donc, vous voyez à gauche le début et à droite où est-ce qu'on en est. Et malheureusement, ma photo de droite est plus volumineuse que ma photo de gauche pour ce qui est de la masse. Donc, c'est avec plusieurs traitements. Et là, mon idée n'était pas ici de vous décourager sur les histoires des tumeurs cérébrales. Je voulais vraiment faire le point que avec le même diagnostic, on peut avoir des histoires complètement à l'opposé, complètement différentes. Et le besoin de soutien pour les familles va être à 2 mondes différents. Et je profitais de la tribune ici pour en discuter parce que souvent, on a ça comme commentaire. Oui, mais mon voisin, oui, mais la fille d'un. Mais les histoires peuvent être tellement différentes qu'il faut faire très, très, très attention pour ne pas comparer les traitements. Par contre, ce qui est pareil, c'est que les 2 personnes peuvent avoir une expérience dans le sens de passer à travers d'une épreuve de soutien. Alors, l'échange entre les personnes, c'est toujours extrêmement approprié, très, très, très bon. Mais il faut juste faire attention lorsqu'on vient de parler pour comparer les traitements. Ça, habituellement, ça fonctionne pas. Ici, je voulais parler de la recherche en oncologie pédiatrique. Alors, au Children, entre autres, mais Sainte-Justine, c'est la même chose, Sherbrooke, le CHUL à Québec, c'est la même chose. On fait partie du Children Oncology Group. Donc, le Children Oncology Group, c'est un organisme à but non lucratif, encore une fois, pour le cancer pédiatrique. Donc, on a décidé de faire une association nord-américaine, entre autres, mais l'Europe en fait partie aussi, et on met toutes nos données de recherche ensemble. Puisque le cancer en neuro-oncologie pédiatrique ou le cancer en pédiatrie, les chiffres sont plus bas, la population, le nombre de patients touchés est plus bas que chez les adultes. Lorsqu'on fait des recherches, on a souvent un bassin moins grand. Alors, pour que la recherche avance, il faut avoir beaucoup de données. Alors, si on met toutes nos données ensemble mondialement, on y arrive plus rapidement et on voit les effets de ces recherches-là. Moi, lorsque j'ai commencé il y a 4 ans, il y a certains diagnostics qu'on ne traitait pas de la même façon qu'on traite maintenant. Donc, la recherche avance. 4 ans, c'est pas très long, là. Donc, la recherche avance vraiment à grands pas et on voit les effets de mettre tous nos efforts ensemble. On m'a demandé pour la présentation comment les familles peuvent accéder à la recherche. Je vous dirais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler directement avec votre équipe traitante. Le monde de la recherche est un monde en soi
Il y a de l'information, même pour les équipes traitantes, ça peut devenir étourdissant. Alors, il faut vraiment faire ces recherches-là pour savoir ce qui est approprié pour le patient en lien avec votre équipe traitante qui va pouvoir vous guider aussi. Même chose pour ce qui est des deuxièmes opinions. Les deuxièmes opinions, c'est toujours approprié. Souvent, les familles sont mal à l'aise, sont gênées de nous demander « Oui, mais on pourrait-tu en parler avec quelqu'un d'autre? » Tout à fait. C'est très, très rare en neuro-oncologie pédiatrique que c'est noir ou que c'est blanc. Ça arrive là, que l'histoire, c'est clair, puis on sait exactement où est-ce qu'on s'en va en un traitement. Mais il y a souvent différentes façons d'approcher le problème. Et on est les équipes traitantes sont très ouvertes à avoir les opinions de leurs collègues. Et on va pouvoir aussi vous diriger vers d'autres centres qui vont pouvoir vous donner une deuxième opinion. Au Québec, ici à Montréal, on est quand même chanceux. On a 2 centres pédiatriques dans la même ville. C'est extrêmement rare. 2 grands centres pédiatriques. Donc souvent, on échange des patients pour donner une deuxième opinion. On a aussi aux États-Unis l'hôpital à St. Jude, qui a une renommée mondiale. C'est leur expertise l'oncologie en général, l'oncologie pédiatrique, et qui ont un programme pour donner une deuxième opinion. Il fallait aller sur le site Internet, il y a la façon de faire. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer souvent avec l'historique, les analyses et les images. Ils sont capables de donner une deuxième opinion et c'est gratuit. Habituellement, aux États-Unis, il faut payer pour les frais de deuxième opinion. Pas à St. Jude, c'est gratuit. Je voulais la patiente qu'on suit. Bien sûr, on se dit pas, OK, l'histoire se termine là, on n'a pas de traitement à offrir. Il reste plein de choses à faire avec cette famille-là, dont nous, on a introduit notre équipe des soins pédiatriques avancés, qui est une équipe de 2 pédiatres et une infirmière, qui va aller soutenir la famille et qui va surtout mettre le focus sur la qualité de vie. Cette équipe-là, dans le passé, s'appelait notre équipe de soins palliatifs. Pourquoi avons-nous changé le nom? Parce que à chaque fois qu'on essayait d'introduire notre équipe de soins palliatifs à des patients qui n'étaient pas en fin de vie, le patient, excusez-moi, que j'ai fait l'histoire de cas, elle n'est pas en fin de vie, là. C'est un enfant qui va à l'école secondaire, là. Elle a encore une très longue vie devant elle. Mais à chaque fois qu'on tentait d'introduire les soins palliatifs, les gens le percevaient comme si on n'allait plus offrir de traitement. Comme si un n'allait pas sans l'autre. Il fallait comme faire un ou l'autre. Les 2 ensemble, c'était pas possible, alors que c'est pas le cas. Ici, on a la définition des soins palliatifs selon l'Association québécoise des soins palliatifs, qui est aussi une excellente ressource pour les familles. Alors, on dit que les soins palliatifs sont l'ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux patients atteints d'une maladie avec un pronostic réservé. Certains pronostics, on est capable de dire, vous allez être en rémission dans tant de temps, l'histoire va se terminer là. D'autres, on ne le sait pas, c'est réservé. Alors, les soins palliatifs sont tout à fait appropriés lorsque c'est le cas. Au cours de cette période de vie, les principes essentiels sont atténuer la douleur, mais aussi augmenter le confort, super important, soulager les autres symptômes physiques autres que la douleur et l'accompagnement. C'est ce que je crois que les soins palliatifs vont apporter de plus précieux. L'accompagnement, l'aide psychologique, spirituelle et l'attention à la famille, pas seulement aux patients, mais à la famille aussi. L'objectif des soins palliatifs est d'obtenir pour les patients et leurs proches la meilleure qualité de vie possible. C'est toujours ce qu'on vise, bien entendu, même en tant qu'équipe traitante, que notre objectif est d'avoir un traitement curatif. Mais des fois, on peut quand même perdre un peu le focus. Les soins palliatifs, eux, ne perdront jamais le focus sur la qualité de vie. Les soins palliatifs sont organisés et dispensés grâce à un effort de collaboration d'une équipe multidisciplinaire. L'important, c'est que pour nous aussi, l'équipe traitante, mais pour eux, le focus, c'est que l'équipe, le patient et ses proches en fait partie. Donc, le patient et les proches font partie de chaque décision. Et très important, comme je l'ai mentionné, les soins palliatifs peuvent être offerts parallèlement aux soins curatifs. On ne va pas arrêter pour notre patiente de chercher des soins curatifs, c'est notre objectif. On veut réussir à traiter cette tumeur-là. Mais la famille est prête à accepter différents déficits reliés au traitement. Présentement, leur focus est sur la qualité de vie. Ils ne veulent plus de déficit. C'est tout à fait compréhensible. Alors, on va quand même continuer à chercher, mais entre-temps, on va s'organiser pour offrir la meilleure qualité de vie possible aux patients. Alors, je vous ai mis le site de la Fondation là, en référence sur la présentation. Il y a leur valeur, leur mission. C'est un très bon site avec plusieurs références, soutiens, organismes là, qui peuvent aider les gens
en fin de vie. Les soins palliatifs, ça fait partie aussi des soins de fin de vie, mais faut tenter de dissocier les deux dans le sens que les soins de vie, c'est une partie des soins palliatifs. Ce n'est pas les soins palliatifs. Ça ne devrait pas être offert seulement en fin de vie. Merci.